Salut les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Je vous avais demandé il y a quelques temps sur mes différents réseaux sociaux de me poser vos questions parce que je me suis rendu compte que ma dernière vidéo FAQ datait d'il y a 4 ans, donc ça fait quand même pas mal de temps. Alors, comment es-tu devenu fan de Michael Jackson? Mais j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question, je crois, dans la dernière FAQ. En fait, j'ai l'impression que c'est une question qui revient régulièrement alors que j'y réponds souvent, mais bon, on va dire que ça va être un peu la tradition. Donc je suis devenu fan à partir du mois de juin 1989 quand j'ai regardé le clip de Leave Me Alone à la télévision sur Canal+. Voilà, c'est là où j'ai commencé réellement à m'intéresser à Michael et ça a été le début un petit peu de tout le reste. Est-ce que tu continues à acheter autant de collectors qu'avant? Pas du tout. Non, non, j'ai complètement arrêté la collection. C'est plus du tout quelque chose qui me passionne, ça m'intéresse plus vraiment. Donc j'ai arrêté d'acheter en fait des collectors, ça fait un petit moment maintenant. J'ai même revendu plusieurs grosses pièces que j'avais dans ma collection. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'affaire Jackson-Diddy est liée, tu en penses quoi? Je pense que je vais peut-être y revenir prochainement dans une vidéo pour peut-être justement pour débunker un petit peu tout ça parce que il y a toujours ces espèces de théories du complot, et là, pour le coup, je trouve que c'est pas toujours très pertinent. Mais voilà, j'en parlerai certainement en vidéo et je creuserai un peu plus tout ça, mais à l'heure actuelle, je suis pas du tout adepte de ce genre de théorie. Que penses-tu du futur biopic? Ah, alors, pareil, beaucoup de questions à propos du biopic. J'ai pas nécessairement d'attente dans le film en lui-même, j'ai pas d'attente particulière, j'ai pas pour l'instant d'avis particulier. Moi, ce qui m'intéresse plus au-delà du film, c'est plutôt l'attrait que va engendrer ce film pour Michael Jackson auprès du grand public. Voilà, moi c'est plus ça que j'attends. Après, sur le choix de l'acteur, donc Jafar, pourquoi pas, j'ai pas d'avis tranché, je suis pas négatif, je me dis pas il est pas acteur, ça va être nul, est-ce qu'il va vraiment être ressemblant ou il est pas assez ressemblant, etc. Moi, la ressemblance, c'est pas forcément quelque chose que je recherche particulièrement quand je vois un biopic, c'est plutôt l'attitude, c'est plutôt l'histoire qui va être racontée, c'est plutôt à quel point l'histoire va coller à la réalité. Moi, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse, au-delà de l'acteur, au-delà de la ressemblance. La ressemblance, je m'en fous. Prenez le biopic sur Tina Turner, qui est vraiment excellent avec Angela Bassett. On peut pas dire qu'elle est ultra ressemblante à Tina Turner, mais il y a quelque chose. Il y a un truc qui fait qu'elle est extrêmement crédible et que le film est très réussi. J'aime beaucoup ce film, très dur aussi, mais le film est vraiment réussi parce que justement l'actrice est crédible, parce qu'elle joue bien, parce qu'on se laisse embarquer dans l'histoire. Moi, c'est juste ça que j'attends. Après, est-ce qu'il est ressemblant, pas ressemblant? Ça, je m'en fous. Alors, que fais-tu dans la vie et quels sont tes autres passe-temps à part la musique MJ? Alors, ce que je fais dans la vie, j'ai une activité liée au tourisme. Voilà, je travaille dans le tourisme. Et quels sont mes autres passe-temps à part la musique et MJ? J'aime bricoler, voilà. Je suis plutôt pas mauvais, je dirais, en bricolage. Dernièrement, j'ai changé une fenêtre, par exemple, voilà, juste pour vous montrer un petit peu mon degré de bricolage. Sinon, non, mes loisirs tournent essentiellement autour de la musique et tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire autant écouter la musique que m'intéresser, découvrir de nouveaux artistes, que l'écouter ce matin sur une installation audiophile. Donc voilà, c'est vraiment une grosse partie de mon passe-temps, en fait, de mes loisirs. Comment répondre à des gens qui accusent MJ de pédophilie outre les procès? Alors ça, c'est une question que je reçois de temps en temps, parfois en MP, on me demande mais comment, que répondre à ces gens-là? Je dirais que ça sert à rien de perdre votre temps. Parce que les gens qui le pensent coupable continueront de penser qu'il est coupable, quels que soient les éléments que vous allez pouvoir apporter. Après, on sent, quand on discute avec des gens comme ça, surtout via les réseaux sociaux, on sent tout de suite ceux qui sont réceptifs à la discussion de ceux qui sont complètement fermés, enfermés dans leur croyances. Et les gens qui sont enfermés dans leurs croyances, c'est impossible de les raisonner. C'est comme raisonner un platiste, je veux dire... Ça sert à rien de perdre votre temps. Donc si les gens sont ouverts à la discussion, eh ben voilà, allez-y, répondez, etc. Mais pour les gens qui sont vraiment hermétiques, qui veulent juste
en gros se payer un fan dans les commentaires, perdez pas votre temps. Pourquoi n'as-tu pas pu aller au concert de Paris en 1992, trop jeune, pas au courant, rentré ou 3 petits points? Alors je ne suis pas allé au concert à Paris en 92 parce que ma mère pouvait avoir des places via son comité d'entreprise. Et en fait, elle n'en a pas acheté parce qu'elle nous a expliqué à mon frère et moi qu'elle avait peur de la foule et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas voulu acheter de place parce que elle s'était dit il va y avoir énormément de monde, beaucoup de bousculades, etc. Et ça l'effrayait. Donc elle n'a pas acheté de place à cause de ça. Je me souviens qu'à l'époque j'étais extrêmement déçu, très très déçu même, mais pas autant en fait que maintenant avec le recul. Maintenant, avec le recul, je me dis, oh la vache, qu'est-ce que j'ai manqué. Et à l'époque, j'étais déçu, mais bon, c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Voilà ce que je me disais. Et bon, effectivement, j'en ai eu d'autres, hein, mais aujourd'hui, je regrette beaucoup plus qu'à l'époque. Penses-tu que ça serait possible un room tour de ta collection? Mais ma collection, elle est pas énorme. J'ai pas beaucoup de choses. C'est rangé sur l'étagère qui est derrière moi. Alors, pour certains, ça va être beaucoup. Pour d'autres, ça va être ridicule. Je me considère pas comme un gros collectionneur. J'ai pas beaucoup de choses à montrer. Les choses les plus intéressantes, je les ai revendues pour la plupart. Donc, je pense pas faire ça parce que franchement, le tour va être vite fait. Hein. Y a vraiment pas grand chose à voir. Vas-tu faire une vidéo réaction sur le biopic de MJ à sortir? Donc j'ai répondu un petit peu précédemment, oui, je pense que je ferai une vidéo réaction, très certainement, je vous donnerai mon avis une fois que j'aurai vu le film. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de ton concert? Ah, moi en fait ce qui m'a plu, c'est... Le meilleur souvenir que je garde, c'est cette impression de voir Michael en vrai. Ce chanteur que j'avais en poster dans ma chambre, cette personne que j'adorais, que j'idolâtrais même à l'époque, c'est plus cette sensation de le voir en vrai qui m'a submergé vraiment. C'est plus ça que je garde comme meilleur souvenir, au-delà du concert en lui-même qui, objectivement, était pas génial. Je veux dire, le History Tour, c'est les bandes son de l'album avec du public, quoi. Je suis peut-être méchant, je suis peut-être réducteur, mais c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et déjà à cette époque, j'étais quand même déçu par le playback à outrance qu'il y avait pendant ce concert, pendant cette tournée d'ailleurs. Donc je garde pas un souvenir inoubliable du concert en lui-même, même s'il y a eu des bons moments, même si c'était spectaculaire, même s'il y avait une très bonne ambiance, etc. Voilà, j'ai vraiment passé une superbe soirée, c'était inoubliable. Mais au-delà du concert, je crois que c'est vraiment le fait d'avoir vu Michael en vrai qui pour moi est le meilleur souvenir de ce concert. Ça et le Moonwalk que j'avais regardé avec une paire de jumelles que j'avais réussi à passer, et j'ai vu Michael faire son Moonwalk, pas à travers l'écran mais en le regardant directement avec mes jumelles, où je le voyais quand même assez bien avec les jumelles, je le voyais quand même assez grand et je l'ai vu faire son Moonwalk de mes yeux et pas au travers de l'écran géant, et voilà, ça aussi ça fait partie des bons souvenirs. Quel est ton plus beau souvenir de Michael Jackson? On reste dans les souvenirs, hein. Oh, alors ça c'est une question difficile. Je pense que un des plus grands souvenirs que j'ai, au-delà du concert que je mets à part, je crois que c'est la première fois quand j'ai vu le teaser de l'album History sur TF1 et le clip de Scream aussi. Pourquoi? Parce que j'attendais énormément ce nouvel album, j'avais une hype de dingue, j'étais vraiment en attente, c'était insoutenable. Et ce teaser History, je l'ai pris vraiment comme une énorme claque. Ça a décuplé ma hype. J'étais vraiment, je vais pas dire en transe, mais j'étais vraiment hyper excité après avoir vu ce teaser que je trouvais vraiment très puissant, très percutant. Et sinon, un autre souvenir lié à Michael, mais pas directement à lui, c'est ma rencontre avec Boss Within. Ça fait partie des très grands moments, parce que ça a changé beaucoup de choses pour moi, aussi bien dans ma manière d'être fan que dans ma manière d'appréhender et d'écouter sa musique. Quels sont tes objectifs pour ta chaîne? Nombre d'abos, collab. Alors c'est marrant parce que
Au tout début, quand j'ai créé ma chaîne, ça fera 10 ans d'ailleurs, bientôt, dans quelques mois, c'est juste dingue quand j'y pense. Au tout début, mon objectif, quand j'ai créé ma chaîne, je me suis dit, si un jour j'arrive à avoir 10 000 abonnés, mais je serais hyper content. Voilà, je visais les 10 000 abonnés. Et quand je les ai enfin atteints, bah déjà j'étais très content parce que j'avais atteint ce palier symbolique que j'avais dans ma tête depuis le début. Et après tu te dis, bon bah maintenant que je les ai atteints, et maintenant maintenant je dirais que c'est pas tant le nombre d'abonnés que plutôt une direction que j'aimerais donner à la chaîne. C'est-à-dire d'alterner des vidéos un peu plus légères, comme j'en fais parfois, des vidéos plus improvisées, plus légères, que j'aime beaucoup tourner, et avec des vidéos plus sérieuses qui me demandent plus de temps, de recherche, d'écriture, etc. Et je pense qu'en termes de direction de la chaîne, je pense qu'à l'heure actuelle, je suis à peu près là où je voulais aller. À ceci près que je vais peut-être par la suite commencer à faire des vidéos pour parler toujours de musique, mais pas forcément toujours que de Michael Jackson. J'aime beaucoup partager en fait, je suis beaucoup dans le partage et j'aime bien partager avec les gens mes impressions, mes goûts, etc. Je pense que je parlerai aussi d'autres artistes et un petit peu d'autres choses. Alors j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais bon, en gros, voilà la direction de ma chaîne. Sinon, c'était donc nombre d'abos, j'ai répondu, et collab. J'ai pas d'objectif particulier. Je pense que s'il doit y avoir des collaborations, bah, elles se feront à un moment donné. Mais j'ai pas... pour répondre à la question, non, c'est pas un objectif en soi. As-tu des artistes favoris autres que Michael Jackson et quelle est ta passion? Donc les passions, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les artistes favoris autres que Michael, bah, je crois qu'on m'avait posé aussi cette question dans une autre FAQ. J'écoute vraiment beaucoup d'artistes différents, donc je peux pas vous faire une liste. Dans ceux qui se détachent un peu du lot, je dirais qu'il y a AC/DC, il y a Tina Turner, il y a Dire Straits, Lionel Richie, il y a George Benson. Voilà, ça fait partie vraiment des artistes qui se détachent un peu plus du lot pour moi. Et après, il y en a tellement que je peux même pas les énumérer. Hello, pour toi, quelle est la meilleure de MJ en termes de performance, Victory Tour inclus? Pour moi, c'est le Bad Tour. Il n'y a pas de discussion possible. Qu'est-ce que tu aimes le moins et le plus chez Michael? Une des choses que j'aime le moins chez lui, c'est cette utilisation à outrance du playback qu'il avait. Ok, certains morceaux, je suis d'accord, mais utiliser le playback à outrance comme il l'a fait, il n'y avait aucune raison objective de le faire. Même si, ok, il a eu des périodes où il avait un peu plus de problèmes dans sa voix, etc. Mais honnêtement, cette utilisation du playback... je sais pas, les 10 ans d'MTV, il chante Black or White en playback, le halftime show Super Bowl, il chante en playback, Billie Jean en 83, au Motown 25, il chante en playback, il a même pas rechanté en studio pour donner l'illusion du playback, enfin, non, même à des périodes où il était en pleine possession de ses moyens, de ses capacités, qu'il avait tout à fait la possibilité de chanter en direct, il le faisait pas, ou très rarement, trop rarement. Donc ça, c'est un des aspects chez lui que j'aime le moins. Et maintenant, un des aspects chez lui que j'aime le plus, c'est cette capacité qu'il avait de nous émerveiller. Voilà, de créer de la magie. Autour de sa musique, autour de ses vidéos, il y avait quelque chose de magique. Et ça, c'est un des aspects chez lui que j'aime le plus. J'ai pas de questions, mais surtout ne t'arrête jamais de nous faire rêver avec MJ. C'est très gentil, merci beaucoup. Je continuerai autant que je peux et tant que la passion continuera. Salut, que penses-tu des musiques New Jack Swing de Michael Jackson? Je pense que c'est probablement un des styles qui allait le mieux à Michael. Et en tout cas, les up-tempo dans sa discographie les plus réussis pour moi, c'est, je pense, les up-tempo en New Jack. Parce que c'est un style qui lui collait très bien, qui était très énergique et qui allait très bien à Michael. Donc je pense que ça fait indéniablement partie de ses meilleures chansons. Hormis Moonwalker, des livres à conseiller sur le sujet MJ. Il y a un livre que j'aime énormément, c'est le livre de sa mère, Catherine, qui était sorti en 89 ou en
90, je crois, qui est un livre que j'aime beaucoup, qui donne beaucoup d'infos justement sur la période Jackson 5, sur les débuts, et c'est vraiment un livre que j'aime lire. Après, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup qui méritent d'être lus au moins une fois. Il y a le livre de Geraldine Hughes aussi, Redemption, que je conseille vraiment de lire. Alors il est en anglais, mais pour comprendre certains dessous de l'affaire de 93, qui est vraiment bien. Dans le même registre, il y a celui de Aphrodite Jones, qui s'appelle Michael Jackson victime d'un complot, je crois, qui est très réussi. Et puis après, il y avait les petites biographies que j'avais adorées, celle de Laurent Hopman. Il y a le livre de Christophe Boulmier aussi qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui est très bon. Après, vous avez aussi en livre vraiment très complet, il y a La Totale de Richard Lecoq et François Allard, qui est très très bien aussi, qui est très complet. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en bouquin que j'avais aimé Ah oui, si, il y a aussi le livre de Brice Najjar, Let's Make History, que j'aime beaucoup, avec des interviews de collaborateurs studio de Michael, qui est vraiment, vraiment très intéressant aussi. À quand la vidéo sur le procès de 2005 ? Oui, je sais qu'il faudrait que j'en fasse une pour boucler la boucle, parce que j'ai fait celle sur Living Neverland, celle sur le procès de 93. Oui, je la ferai à un moment donné, mais pour tout vous dire, je freine un peu des pieds parce que je n'aime pas faire ces vidéos-là, j'aime pas me plonger dans ces sujets-là. Je sais qu'il faut que j'en parle, je sais qu'il faut les traiter, mais j'aime pas faire ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je traîne encore un peu des pieds pour faire celle sur le procès de 2005, mais j'y viendrai tôt ou tard. Salut Davy, pourrais-tu nous dire quelles sont tes chansons préférées de Michael qui ne sont pas sorties ? Des démos en gros. Ah, j'avais adoré Seeing Voices, qui est une chanson que je continue d'écouter de temps en temps, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore l'univers en fait de cette chanson, le style de cette chanson, qui est vraiment un ovni dans la carrière de Michael. Évidemment, j'ai adoré Chicago 1945, que j'avais écouté lors de l'événement de Steve Porcaro à Abbey Road, qui malheureusement avait été enregistré, avait été piraté par un des participants, voilà, ce qui est dommage, mais bon, je trouve que c'est une chanson extrêmement réussie. Le problème c'est que j'en ai d'autres en tête, mais je peux pas en parler. Est-ce que Michael Jackson était boudé par la profession, car après Thriller, il a remporté très peu de gros titres, quasi aucun Grammy Award et aucun American Music Award. As-tu des infos sur ce sujet ? En fait, j'avais un peu évoqué ça dans ma vidéo sur l'incroyable raté de Michael Jackson aux Grammy Awards 88. Donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vu. Et effectivement, je pense que Michael a été boudé, très certainement, par les professionnels, par une partie du public américain aussi, parce que son changement d'apparence n'a pas forcément plu à tout le monde, parce que le fait qu'il a pris tellement de place et d'importance après Thriller n'a pas plu à tout le monde. C'était trop gros, quoi. Michael Jackson était devenu tellement énorme que je pense qu'à un moment donné, la profession et le public, une partie du public se sont dit « Bon, ok, t'as eu ton heure de gloire, maintenant c'est bon, quoi ». Et malheureusement, je trouve qu'il a fait des choses tout aussi intéressantes, j'oserais même dire plus intéressantes, après Thriller. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse, en tout cas c'est ce que je pense, et je trouve dommage, mais en tout cas oui, je pense qu'effectivement il a été boudé par une partie de l'Amérique, et un peu moins dans le reste du monde, où je trouve qu'il continuait quand même à gagner pas mal de récompenses, mais aux États-Unis, oui. Oui, ça c'est sûr. Quel bilan dresses-tu de ces 15 années passées sans Michael ? Sortie, projet, événements, arrivée, nouveaux fans, rencontres, communauté Michael. Quel est ton sentiment sur cette vie sans Michael finalement ? C'est vaste. En fait, pour moi, il s'est passé beaucoup plus de choses après la mort de Michael que avant, parce que c'est après sa mort que j'ai rencontré des amis avec qui on avait créé l'asso Music First, qui avait organisé des événements avec des anciens collaborateurs de Michael.
C'est après la mort de Michael que j'ai rencontré Bruce Weedin. C'est après la mort de Michael que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc ouais, c'est vrai que quand je fais le bilan, pour moi, à titre personnel, en tout cas, il s'est passé beaucoup plus de choses après sa mort. Maintenant, d'un point de vue sortie de projet, etc., c'est quand même extrêmement mitigé, je dirais presque pas bon, voire même médiocre. Je suis un peu partagé en fait. Sur les sorties, c'est vraiment le bilan est pas bien brillant, à part 2-3 projets qui sont vraiment intéressants. Je pense au coffret Bad 25, même si la qualité de la vidéo, voilà. Mais je pense que c'était un projet intéressant. Je pense aussi, malgré tout, à Xscape, qui était pas mauvais. Ça aurait pu être mieux, mais c'était pas mauvais, voilà. À part ces 2 sorties-là, je retiens pas grand-chose d'autre. Après, sur les nouveaux fans, je sais pas, je me rends pas compte. Est-ce qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a eu quand même une vague au moment de sa mort, parce qu'on en a tellement parlé que ça a suscité de l'intérêt chez certains qui sont devenus fans. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, j'attends vraiment le biopic pour ça aussi. Parce que je pense que ça va certainement susciter des, je sais pas si on peut dire vocation, mais en tout cas un intérêt pour certains, et je pense que ça va créer une nouvelle génération de fans. Je l'espère en tout cas. Plusieurs questions que je souhaite te poser. La première étant plutôt une interrogation, inquiétude. Au vu du travail de piètre qualité de l'esthète, n'as-tu pas peur de voir Michael disparaître ? Pas le sentiment de voir arriver de nouveaux fans au fil des ans. Bon, bah, ça rejoint un petit peu la discussion, la question précédente. Oui, c'est un peu la crainte que j'ai comme toujours, c'est que Michael soit petit à petit oublié, ou en tout cas qu'on oublie le rôle tellement important qu'il a eu. Et c'est en ça, encore une fois, je reviens toujours au biopic, j'espère que ça va permettre de remettre certaines pendules à l'heure à ce niveau-là. Mais est-ce que j'ai vraiment peur qu'il disparaisse ? Je pense qu'il y aura toujours des gens pour se souvenir de Michael. Maintenant, dans la nouvelle génération, ce serait bien de pouvoir leur montrer vraiment qui il était. J'espère que le biopic fera ce travail, en tout cas. Y a-t-il un lien entre la fin du clip de Dirty Diana et le clip de The Way You Make Me Feel ? Pourquoi faisait-il autant le playback les années avançant, perte de confiance ? Alors le lien entre Dirty Diana et The Way You Make Me Feel, et donc pourquoi il faisait autant de playback les années avançant, bah, je pense que pour Michael c'était un certain confort. Je pense qu'il avait atteint un tel statut qu'il était enfermé dans son rôle de bête de scène, et qu'il pensait qu'il fallait toujours qu'il fasse la prestation que les gens attendaient, qu'il fasse son moonwalk, qu'il fasse sa chorégraphie, qu'il fasse... voilà, qu'on ait toujours les mêmes choses, parce que je pense que ça le rassurait de donner ça aux gens, parce qu'il savait qu'il avait bâti sa réputation sur scène grâce à ces éléments. Il y avait aussi l'aspect de son perfectionnisme à outrance, le fait qu'il n'était jamais satisfait de ses prestations scéniques. Et je pense que vocalement, ça devait le rassurer d'utiliser le playback, parce qu'il se disait au moins ça va coller comme l'album. Ça, c'était une obsession chez lui, il fallait que les chansons sur scène sonnent comme dans ses albums. Je suis pas nécessairement d'accord avec cette manière de voir les choses, mais en tout cas, c'est ce qu'il pensait. Et je pense que c'est pour ça que petit à petit, il s'est dit, au moins avec le playback, il n'y a pas de déception, je vais pas faire de fausses notes. Les gens vont avoir ce qu'ils veulent, et voilà. Mais je trouve que c'est une des choses que je regrette chez Michael, il manquait parfois, souvent même, beaucoup, il manquait de spontanéité, voilà, c'est ça que je cherchais. Il n'y avait pas beaucoup de spontanéité, c'est-à-dire vous prenez 2 concerts du bas de tour à 2 mois d'intervalle, c'est les mêmes concerts, il va avoir les mêmes gimmicks vocaux, les mêmes interactions avec le public, même de tournée en tournée, c'était les mêmes interactions avec le public. Vous prenez I'll Be There, vous prenez la version 83 au Motown 25 et vous prenez la version 97 au History Tour, c'est les mêmes interactions avec le public, les mêmes gimmicks vocaux, ça ne change pas, c'est invariable.
Et ça, je trouve ça dommage. Parce que paradoxalement, il a bâti, entre autres, sa réputation comme un performeur exceptionnel, et il l'était, vraiment. Mais ce manque de spontanéité, je trouve ça mais dommage, vraiment dommage. Les plagiats reconnus dans ces albums, Wanna Be Starting, Will You Be There, You're Not Alone, la ligne de basse sur Blood, affectent-ils le statut intouchable et irréprochable qu'on donne en tant que fan à ces albums, notamment lorsque c'est MJ le seul crédité et donc qu'il n'a pas été piégé comme R. Kelly, il me semble. Merci. Ok, donc je pense que c'est en référence à You're Not Alone, effectivement, où là on était sur un plagiat manifeste. Alors, Wanna Be Starting, plagiat. Le problème, c'est qu'en musique, on utilise ce terme et la limite est parfois floue entre l'inspiration et le plagiat. Pour Wannabe, alors plagiat juste pour la partie Mamase, Mamasa, Mamakosa, où effectivement on est très proche, voire plutôt inspiré d'une chanson de Manu Dibango. Alors après, oui, Michael a été reconnu, oui, a été reconnu coupable, etc. Donc Manu Dibango a reçu des royalties par rapport à ça. Bon, tout le reste de la chanson, c'est pas du tout la chanson Sol Makossa de Manu Dibango. Donc plagiat, bon, oui mais non. Ensuite, il y avait quoi en chanson? Ah, Will You Be There. Alors, effectivement, elle se rapproche d'une chanson d'un chanteur italien dont j'ai oublié le nom. Je me souviens plus. Bon bref, je l'ai pas en tête, mais enfin voilà, vous chercherez sur internet, vous trouverez. Mais il s'avère qu'en fait, lui-même s'était inspiré de chansons antérieures, des chansons amérindiennes, je crois. Donc, alors après, quand vous écoutez la version de l'italien et la version de Michael, il y a des similitudes, mais on n'est pas sur un plagiat. Pour moi, un plagiat, c'est You're Not Alone. Ça, c'est du plagiat. Effectivement, vous écoutez la mélodie, la musique créée par les Belges, dont j'ai aussi oublié le nom. C'est dingue, aujourd'hui, j'oublie les noms de tout le monde. Et vous écoutez la version d'R. Kelly, effectivement, musicalement, c'est pareil. C'est pareil. Ça ne change pas. Donc là, on est sur un plagiat complet. Mais pour les autres chansons, comme Will You Be There, Blood, ouais, peut-être la ligne de basse qui ressemble à une autre chanson, mais encore une fois, là, on est sur de l'inspiration. Je pense que le plagiat est un mot qu'il ne faut pas utiliser plagiat à la légère, parce que vraiment, le plagiat, on est sur une appropriation, une copie d'une œuvre originale sans citer l'auteur. Donc non, sur Will You Be There, pour moi, on n'est pas sur du plagiat, on est sur une inspiration, mais le chanteur qui a porté plainte contre Michael, mais au final d'ailleurs sa plainte a été déboutée au bout de quelques années de procédure, mais lui-même s'était inspiré d'autres, donc voilà, c'est pour ça que non, Will You Be There, c'est pas une chanson plagiée. Parfois Michael pouvait s'inspirer, effectivement, on a retrouvé des petites similitudes. Je pense aussi à Heal the World, où il y avait effectivement quelques notes qu'on retrouvait dans la musique de John Williams pour Les Dents de la Mer. Donc voilà, parfois on retrouve des petites choses. Mais pour moi, ça n'enlève rien à la qualité qu'avait Michael de concevoir sa musique et la vision qu'il avait, sa vision artistique. Donc non, pour moi, ça ne change rien à la qualité et au travail qu'on peut reconnaître dans sa discographie, pas du tout. Après, oui, j'avais fait effectivement une vidéo quand j'expliquais comment Michael composait ses chansons, en expliquant qu'effectivement, parfois, il n'avait pas toujours crédité les personnes qui avaient travaillé avec lui sur les chansons, et ça, c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, et j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, moi-même, je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas fait. Oui, parfois, il pouvait y avoir il pouvait ne pas tout à fait être correct, mais bon, c'était pas non plus... comment dire, il n'était pas non plus, il manquait pas de respect à tout le monde, pas du tout, sinon les gens auraient pas voulu bosser avec lui. Voilà, donc je pense qu'il faut nuancer un petit peu tout ça. Les albums des Jacksons sont-ils à la hauteur des albums solo de Michael? Non. Je ne pense pas. Même si pour moi le meilleur album des Jacksons est et restera Triumph,
il est pour moi quasiment à la hauteur d'un album solo de Michael, mais dans ses albums solo, alors les albums solo, je mets ceux de côté, ceux de Motown, hein. On parle vraiment à partir d'Off the Wall. C'était quand même toujours un cran au-dessus. Toujours. Parce qu'il y avait, je sais pas, il y avait un truc en plus, il y avait une énergie en plus, il y avait des gens qui bossaient avec lui sur les albums solo qu'on ne retrouvait pas dans les albums des Jacksons, et je trouve que ça faisait la différence. As-tu prévu une date de sortie pour ton livre? Ah, alors, effectivement, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps que j'avais commencé l'écriture d'un livre sur Michael. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Depuis très longtemps même, quand j'y pense. Je dirais que c'est un projet que j'ai toujours eu dans ma tête, en fin de compte. Et donc, oui, j'ai commencé l'écriture du livre. Donc, l'écriture avance, ça va prendre du temps. Pour l'instant, j'ai pas du tout de date de sortie, parce que j'en suis au début de l'écriture, parce qu'il y a encore énormément de travail. Donc, j'ai pas de date de sortie. J'espère en 2025, mais je sais pas si ce sera possible. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé l'écriture d'un premier tome, parce que je pense qu'il y aura plusieurs tomes. Mais en tout cas, le premier tome est en route, et je suis vraiment content de bosser là-dessus. Et ce sera pour moi l'aboutissement de quelque chose, parce que j'ai très très tôt dans mes années de fan, j'ai eu envie de partager. Et pour moi, la manière ultime de partager, c'est d'écrire un livre. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je suis très excité de ce projet. J'en parlerai certainement plus prochainement dans une vidéo. Mais en tout cas, j'ai commencé l'écriture. Et pour la date de sortie, peut-être en 2025, mais je suis pas sûr. Coucou, je voulais savoir quelle chanson de Michael te donne systématiquement envie de danser. Comme je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas danser debout, mais Michael me fait toujours danser comme je peux, c'est-à-dire assise. Il y a 4 ans, tu m'avais répondu à ma question et ça m'avait rendu trop heureuse car j'adore ta chaîne. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je me souviens effectivement de toi. Dans une des questions, oui, ça me dit quelque chose. Alors, la chanson de Michael qui me donne le plus envie de danser, je pense que c'est Another Part of Me. Ouais, je pense que c'est celle-là qui me donne vraiment le plus envie de danser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de Michael sur YouTube? Je sais pas si on m'avait déjà posé cette question, je me souviens pas. En fait, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu cette envie, cette passion que j'ai de partager. Ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé partager ma passion avec les gens qui sont réceptifs. J'aime pas du tout imposer les choses, mais pour les gens qui sont réceptifs, j'adore partager. Donc ça a toujours été en moi. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à regarder plus sérieusement des chaînes YouTube, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce qu'à l'époque, je me souviens pas qu'il y avait des chaînes YouTube qui parlaient de sa discographie, qui traitaient des sujets comme ça, comme je le fais. J'ai pas souvenir que ça existait. J'avais arrêté mon site internet, MJ Legend, et je me suis dit, bah, ça va être une bonne manière de continuer à partager ma passion. C'est comme ça que j'ai commencé à parler de Michael sur YouTube. C'était une manière de continuer le travail que j'avais commencé sur mon site internet. Question technique, mais quel album selon toi aurait mérité de dépasser Thriller en termes de nombre d'albums vendus, ou alors pour toi aucun de ces albums? Je pense que Bad aurait mérité au moins d'atteindre, voire de dépasser Thriller, parce que je trouve que c'est un album qui malheureusement a souffert de la comparaison avec son prédécesseur, alors qu'il c'est vraiment un gros album, un album extrêmement solide, à part peut-être juste Just Good Friends qui a un petit peu vieilli, qui est devenu un peu, un petit peu plus kitsch, mais sinon c'est un album qui est tellement merveilleux, et Michael s'était mis une barre tellement haute, s'était mis tellement la pression dessus, je pense qu'il aurait mérité au moins d'atteindre les ventes de Thriller. Coucou, j'avais posé plusieurs questions dans la première FAQ auxquelles tu as généreusement répondu. J'espère que tu y répondras de nouveau pour la prochaine. Eh ben allons-y. As-tu déjà fait un voyage sur les pas de Michael, ou comptes-tu en faire un? Non, j'ai jamais fait ça. Est-ce que je compte en faire un? Bah pourquoi pas?
pourquoi pas. Après, ça demande un budget, ça demande de l'organisation. Mais ouais, pourquoi pas, j'adorerais aller à Neverland, sur le Hollywood Walk of Fame. Ça me déplairait pas, ça ferait un super vlog, ça c'est clair. Mais bon, faut du budget pour ça. Quel objet de collection sur MJ te fait le plus rêver? Comme j'ai arrêté la collection, il y a plus grand chose qui me fait rêver. La seule chose encore qui pourrait me plaire, c'est le maxi single de Smile. Voilà. Quel album ou édition conseillerais-tu à quelqu'un qui souhaite découvrir Michael? Pour moi, il faudrait attaquer ses albums solo dans l'ordre, tout simplement. Un mot sur Tito, aurais-tu une idée de vidéo ou TikTok à faire sur sa relation avec Michael? Alors oui, effectivement, Tito est malheureusement décédé récemment. J'avoue que j'étais quand même touché par sa mort, parce que c'était un des frères Jackson que je trouvais, enfin en tout cas vu d'extérieur, parce que je ne l'ai jamais rencontré, mais qui me paraissait un des plus sympathiques et que j'aurais aimé rencontrer un jour. Donc voilà, ça m'a touché quand même, sa disparition. Après, de là en parler... Non, en plus je suivais pas beaucoup son actualité. Je crois que j'avais écouté son dernier album solo qu'il avait sorti il y a 2-3 ans, peut-être de ça, un album blues. Je l'avais écouté une fois, j'avais trouvé ça sympa. Mais je connais pas assez bien sa vie, je maîtrise pas assez pour me permettre de parler de lui. Donc non, je pense pas en parler. Quels autres youtubeurs influenceurs sur MJ dont le travail te plaît particulièrement? En fait, j'aime bien l'univers. J'aime ce que propose Pitou. Pitou World. C'est quelqu'un de très créatif. Très très créatif. Et pour en avoir discuté avec lui, parce qu'on se connaît, hein, pour en avoir discuté avec lui, je mesure à quel point ça lui demande du travail et de l'investissement personnel. Donc pour ça, chapeau. Même si je ne suis pas toujours réceptif aux résultats, je lui tire mon chapeau, parce que ça demande un tel boulot, un boulot de dingue, que vraiment je suis admiratif, vraiment. Sinon il y a mon copain Marco aussi qui fait sa chaîne YouTube, qui fait quelques vidéos. Alors Marco, c'est pareil, c'est son univers, c'est toutes ses références qu'il met dedans. Des fois c'est complètement loufoque, mais c'est toujours très créatif aussi. Voilà. Je pense à eux. Il y avait aussi la chaîne, bien sûr, de Hector Barjot, que je regardais pas mal à une certaine époque. Je suivais bien ses vidéos. Mais mis à part ces quelques chaînes, je suis pas beaucoup. Après, je regarde pas en fait de chaîne YouTube sur MJ. Je regarde pas ce qui se fait. En fait, quand je vais sur YouTube, je regarde plein d'autres choses. Je vais pas forcément sur YouTube pour regarder du MJ. Il y a tellement d'autres choses qui me passionnent sur YouTube que je vais regarder plein d'autres choses, plein d'autres chaînes YouTube que je suis, et pas beaucoup en fait de MJ. Je regarde assez peu de choses. Donc j'ai pas forcément une vue très globale et très complète sur ce qui se fait et sur les chaînes qui existent. Mais après, j'ai l'impression qu'il y en a pas non plus tant que ça, des chaînes sur Michael. Je me trompe peut-être, parce que je suis pas beaucoup ce qui se fait, mais j'ai pas l'impression qu'il en existe non plus énormément. Ou alors ça tourne souvent autour de la collection, et comme la collection maintenant, moi ça me passionne plus, je suis plus réceptif à ce genre de vidéos, ça m'intéresse moins. Donc c'est pour ça que je suis maintenant plus réceptif à des chaînes comme Pitou World, où lui va proposer complètement autre chose, quoi. Voilà. Merci pour toutes tes vidéos, mais de rien. J'ai découvert ton travail il y a peu, mais j'ai rattrapé mon retard et j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Y a-t-il des albums d'autres membres de la famille Jackson, entre parenthèses Janet, Jermaine, que tu apprécies particulièrement et que tu conseillerais? Alors, je suis pas du tout réceptif à Janet. J'aime bien quelques chansons que j'aime bien, mais sinon, je suis pas du tout réceptif à ce qu'elle fait. Jermaine, pas beaucoup plus, même si il y a quelques albums de Jermaine que je trouve vraiment intéressants. Que je trouve bon. Mais je veux dire, l'album Let's Get Serious, tiens, tant que j'y pense, que j'aime bien de Jermaine, mais
je dirais que ce soit Janet, Jermaine ou les autres membres de la famille Jackson, j'écoute très occasionnellement, très occasionnellement. Donc c'est pas, j'ai pas de conseils à donner parce que je connais pas beaucoup. Enfin, je connais pas beaucoup. Je connais parce que j'ai écouté, mais je suis pas réceptif, donc je pense pas être la meilleure personne pour en parler, pour conseiller des choses à propos des autres membres de la famille Jackson. Hello Davy, alors depuis que tu es rentré dans la galaxie audiophile, as-tu l'intention de faire évoluer ton installation? Es-tu d'accord pour dire que avoir un système de qualité est nécessaire pour rendre hommage au travail de Bruce Swedin et apprécier complètement l'œuvre laissée par MJ? C'est une bonne question. Je pense qu'écouter la musique sur un système audiophile, c'est comme regarder un film grand spectacle au cinéma plutôt que sur une tablette. Je pense que c'est ça. Écouter de la musique à partir d'un téléphone ou d'une petite enceinte Bluetooth qui fait plus de la musique d'ambiance. Alors, j'ai rien contre. La plupart du temps, j'écoute de la musique à travers mon téléphone. C'est-à-dire, je mets en haut-parleur, je pose et je fais autre chose. Donc, je ne dénigre absolument pas cette manière d'écouter de la musique parce que je dirais dans 80% des cas, c'est comme ça que j'écoute la musique. Mais ceci dit, je trouve que c'est bien pour juste entendre la musique. Voilà, ça, on met de la musique de fond, on peut chanter un petit peu ça, pendant qu'on fait la vaisselle, qu'on bricole. Enfin, dans mon cas, souvent quand je bricole, je mets de la musique. Enfin, voilà. Par contre, quand on veut... Je pense qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, on le fait à partir d'un téléphone, on le fait à partir d'une petite enceinte Bluetooth, à partir d'un ordinateur portable, etc. On entend de la musique, c'est très bien. Pour moi, écouter la musique, c'est autre chose. Écouter la musique, c'est la ressentir. Et effectivement, il y a un monde entre ces deux manières d'écouter la musique. Et moi qui ai goûté maintenant depuis quelques années à l'écoute audiophile, que ce soit sur des installations Wi-Fi ou en studio d'enregistrement, c'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir, c'est une autre dimension. C'est effectivement, on mesure beaucoup mieux le travail de mixage, on mesure beaucoup plus toutes les subtilités du mixage et vous êtes vraiment transporté. Donc je pense qu'effectivement c'est la meilleure manière d'écouter une chanson, c'est de l'écouter dans ces conditions. D'ailleurs, souvent je trouve qu'on redécouvre certaines chansons quand on les écoute dans ces conditions. Preuve que c'est vraiment une autre manière d'écouter la musique. Voilà. Donc pour moi, oui, c'est important et je trouve qu'effectivement, ça rend hommage au travail effectué par toutes les personnes qui travaillaient avec Michael. Quel est ton plus gros regret vis-à-vis de la carrière musicale de Michael? Le concert HBO qui ne s'est pas fait, ça c'est un de mes plus gros regrets. Les blocages que faisait Walter Yetnikoff à l'époque, qui a empêché Michael de participer à plusieurs projets qui auraient pu être intéressants, et d'avoir fini sa carrière sur l'album Invincible. Voilà, les regrets là que j'ai à peu près, et puis le fait aussi de ne pas avoir sorti de concert de son vivant, hein. À part le live des Jacksons, il n'y a pas eu de concert de Michael qui est sorti de son vivant et qu'il aurait pu maîtriser de bout en bout en termes de montage, en termes de mixage, en termes de plein de choses. Ça c'est aussi des regrets que j'ai de pas avoir eu ça de son vivant. Que penses-tu de la cession d'une partie du catalogue de Michael par l'esthète? Je pense que c'est allé contre sa volonté, parce que Michael voulait quitter Sony de son vivant. Et je pense que ça aurait été bien de respecter sa volonté. Après, l'esthète est là pour faire de l'argent, et mis à part Sony, il n'y a pas beaucoup de majors qui auraient été capables d'aligner la somme qu'a aligné Sony pour acquérir une partie des droits musicaux. Et c'était certainement un très bon deal en termes financiers. Objectivement, c'est un très bon deal qui a été fait, mais c'est pas ce que voulait Michael, et je trouve que c'est dommage de l'avoir fait.
Selon toi, qui sont aujourd'hui les héritiers de l'esprit de MJ dans la musique? Chez qui ton cœur retrouve-t-il du Michael quand il peut entendre divers artistes? Qui fait encore réellement briller sa flamme? Je me suis emballé. Personne. Personne. Je retrouve pas MJ dans quelqu'un. On voit certaines personnes qui sont inspirées par MJ. Je pense à The Weeknd, je pense à Bruno Mars, voilà, c'est les deux noms qui me viennent à l'esprit. Donc oui, on sent que c'est des gens qui sont influencés par Michael. Mais pour moi, non, je retrouve pas Michael chez personne. En fait, ce que je ne retrouve pas dans la musique actuelle, et en tout cas dans ces artistes que j'ai cités, ou ceux qui se réclament de l'héritage de Michael, je ne retrouve pas du tout cette magie que Michael proposait. Michael avait un côté magique et c'est parti avec lui et plus personne ne propose ça aujourd'hui. Il n'y a personne qui suscite en moi ce petit plus qu'avait Michael, ce gros plus même. Pourquoi tu es moins drôle qu'avant? Ah, alors c'est vrai que au début où j'ai commencé Salut les fans, je faisais beaucoup de vidéos, je mettais beaucoup d'humour en fait dans mes vidéos parce que j'avais été beaucoup influencé par la chaîne YouTube qui pour moi est une référence, probablement la meilleure chaîne YouTube, en tout cas pour moi, c'est Le Joueur du Grenier. Voilà, en termes d'écriture, d'humour et de longévité, c'est juste dingue. Donc j'ai été beaucoup influencé par Le Joueur du Grenier quand j'ai commencé mes vidéos YouTube. Donc effectivement, j'ai essayé de mettre beaucoup d'humour. Et puis petit à petit, j'ai réalisé que l'humour me demandait comme pas mal d'énergie en termes d'écriture et que parfois ça se faisait au détriment du sujet en lui-même. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai commencé à enlever de l'humour. Et aujourd'hui, j'en mets plus vraiment, voire plus du tout, parce que j'avais la sensation que ça se faisait un peu au détriment du sujet, et ça me demandait beaucoup d'énergie au moment de l'écriture, parce qu'il fallait trouver des choses drôles, il fallait trouver des tournures de phrases qui étaient drôles, il fallait tourner des fois des petites séquences, donc ce qui me demandait plus de travail en termes de tournage, et des fois pour un résultat qui me plaisait pas forcément. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas envie de revoir mes premières vidéos parce que je pense que je vais être gêné aujourd'hui. Parce que je trouvais des fois que le résultat était pas toujours très drôle. Mais bon, je me disais, bon, bah tant pis, allez, j'envoie, et puis voilà. C'est vrai que quand on reprend mes premières vidéos, le style était complètement différent d'aujourd'hui. Donc je pense que ça a été une évolution. Alors, je peux comprendre qu'on regrette le fait qu'il n'y ait plus d'humour, mais moi, je suis plus en phase avec ce que je fais actuellement, ma manière de faire mes vidéos actuellement, que dans mes premières vidéos. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, parce que c'était mon état d'esprit du moment, parce que voilà, j'avais envie de faire ça comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et qu'aujourd'hui, je préfère mettre toute mon énergie pour avoir une écriture et un montage qui soient à peu près bien, plutôt que d'inclure de l'humour. Alors ça veut pas dire que j'en mettrai plus, peut-être qu'à un moment donné j'aurai envie d'en remettre si un sujet le permet, voilà, je dis pas que j'en mettrai plus, mais c'est vrai que l'évolution de la chaîne a fait qu'aujourd'hui il n'y a plus d'humour, malheureusement pour certains, mais en tout cas c'est juste que mon style a évolué tout simplement. N'hésitez pas en commentaire à me poser d'autres questions auxquelles j'ai pas forcément répondu dans cette vidéo. Je continuerai à en répondre à quelques-unes en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour la liker, pour la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas grand-chose, mais ça aide beaucoup à la visibilité de la chaîne. C'est important. Donc voilà, si vous le faites, ça m'aide beaucoup pour la visibilité de mes prochaines vidéos. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!